Kystes, fistules sont des restes de tissu qui ont persisté après la formation des structures de la tête et du cou pendant la grossesse. Les kystes sont des masses arrondies et fermes que l'on sent sous la peau. Les fistules correspondent à un orifice cutané dans la gorge prolongé par un petit conduit dans le cou. Les fistules sont présentes dès la naissance et peuvent avoir été ignorées du fait de leur petite taille, orifice souvent punctiforme, ou de leur siège uniquement ouvert au niveau du pharynx. Elles peuvent se situer près des oreilles, sur les lèvres et sur les côtés du cou. Selon le besoin, une échographie ou un autre examen radiologique peut être nécessaire pour préciser le diagnostic ou rechercher d'éventuelles anomalies associées. Il est chirurgical et le but de l'intervention est de retirer le kyste ou la totalité du trajet de la fistule. L'incision cutanée s'effectue en regard du kyste. Le retrait d'un trajet fistuleux peut nécessiter plusieurs incisions cervicales selon la longueur et le trajet de la fistule. Il est préférable d'enlever le kyste et fistule avant l'apparition d'une surinfection importante. Le risque de surinfection disparaît après l'intervention et en l'absence de récidive. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue dans votre magazine Actu Santé. Aujourd'hui, nous allons parler de cette spécialité consacrée à la physiologie et au traitement médical ou chirurgical des maladies des oreilles, du nez et de la gorge, ORL. Nous sommes à l'hôpital d'enfants Albert Royer, ici à Fannes. Il sera question d'assister à une opération dans ce centre pédiatrique dans le cadre d'une mission ORL de la chaîne de l'espoir de Luxembourg pour la prise en charge de plus de 20 enfants. Avec le docteur Loum, chef adjoint du centre Albert Royer. De quoi s'agit-il? Qu'est-ce qui cause cette maladie? Prévention, c'est tout de suite sur Dakar Actu. Là, ils sont en train de préparer le malade pour l'intervention. C'est une patiente qui présente des fistules cervicales. Elle en avait 4, 2 de chaque côté. Elle a été opérée une première fois pour ces 2 premières fistules. Et là, on va réaliser l'intervention pour les 2 autres qui restent. Actuellement, on est dans la préparation. Il faut opérer dans un milieu stérile. Et donc, on fait un badigeonnage de l'enfant à la bétadine pour opérer sur un endroit complètement stérile. L'opération va prendre combien de minutes? Il faut compter, c'est difficile de le dire en fonction des difficultés qu'on a, mais il faut compter une quarantaine de minutes, 40 minutes à 1 heure de temps. C'est le docteur Luc Schroeder qui va réaliser l'intervention. Donc à partir de ce moment, je vous laisse avec lui.
C'est un résidu embryonnaire qui n'a pas été, qui ne s'est pas oblitéré et qui ne s'est pas résolu. Donc il garde comme ça, il reste en place des structures embryonnaires qu'il faut enlever. Ce sont des petits points. Cette fistule, elle est vraiment très petite, mais il faut suivre le canal. Alors ce canal peut nous amener le long de toutes les structures du cou. Cette intervention est un petit peu délicate, surtout que c'est un petit enfant. Toutes les structures sont petites et il faut soigneusement disséquer très souvent tout le cou pour accéder à l'excision totale de cette petite fistule. C'est une intervention qui est maintenant de plus en plus réalisée ici à Albert-Royer. C'est un service de pédiatrie spécialisé en ORL pédiatrique et qui acquiert de plus en plus une expertise en pathologie cervico-faciale. Nous progressons progressivement. Il faut être très rigoureux avec l'hémostase. Tout doit être disséqué de manière très très précise et très méticuleuse. Voilà, on arrive progressivement au bout. Alors on voit très bien qu'on est à peu près à 5-6 cm en profondeur. On suit ce trajet de la fistule qui peut nous amener très loin. Ce trajet peut nous amener très loin, par exemple jusque même vers l'amygdale. Donc c'est dire que ces fistules sont sournoises parce qu'ils nous obligent à aller très loin dans les parties profondes du cou. Donc ça reste vraiment une pathologie infantile. Donc c'est l'endroit idéal pour opérer ce genre de lésion dans un service de pédiatrie cervico-faciale. Si je comprends, ça peut causer à l'amygdale alors? Non, ça peut. Disons, ces fistules, ils peuvent remonter dans des cas extrêmes jusqu'au niveau de l'amygdale. Donc c'est dire que le trajet sera très long. Et donc il faut continuer à disséquer. On a ici des petites colorations bleues. Vous voyez ici, on a une coloration bleue qui est le trajet de la fistule. Bon, là on le voit très bien. C'est le bleu de méthylène qui a été injecté. Ça c'est le bleu. On a injecté dans ce trajet de la fistule un colorant qui nous opacifie donc les tissus en profondeur, pour qu'on puisse vraiment toujours bien suivre ce trajet et le disséquer en totalité, ce qui est une obligation. On ne peut pas laisser un bout de fistule en profondeur parce qu'il y aura des récidives, ce qu'il faut absolument éviter.
Ça, c'est tout le trajet de la fistule. Et puis ça, c'est... Voilà, je vous montre ici la fistule. Donc c'est à peu près 3-4 cm de profondeur. On a suivi cette structure jusqu'au moment où elle disparaissait. Donc jusqu'à la fin de... On l'a enlevé en totalité. Maintenant, on va fermer. On a fait les sutures sous-cutanées. On va fermer la peau avec une colle chirurgicale, ce qui nous évite de devoir, chez ce petit enfant, devoir enlever les fils, ce qui est toujours un moment stressant pour les enfants. On essaie un petit peu de s'adapter à nos petits patients. Donc, c'est une colle chirurgicale qui est très adhérente et qui fait le travail du fil de la peau, comme on le faisait toujours. Voilà, c'est une colle qui s'applique facilement et qui est très résistante. L'enfant peut prendre une douche le soir de l'intervention. Sans problème. Sans problème. Il n'y a donc plus de pansement. Et ça fait partie du confort qu'on essaye d'offrir aux enfants qu'on opère. Donc après ça, il n'y aura plus de soins à faire? En principe, il n'y a plus de soins à faire. Il y a une visite de contrôle, bien sûr. Il faut surveiller toujours le site durant les premiers jours. Et c'est un enfant qui sera suivi, bien sûr. Mais il n'y a pas de pansement à faire, il n'y a pas de fil à retirer. Donc c'est au bénéfice du confort de l'enfant. Et on a une deuxième fistule qui est préauriculaire, donc qui est au niveau de la racine de l'oreille. C'est une fistule... cet enfant a eu 4 fistules, dont 3 se sont surinfectées de manière répétitive. Et donc cette dernière fistule préauriculaire, on va la réséquer justement pour éviter que celle-ci ne se surinfecte aussi. Voilà, docteur, vous avez terminé la première intervention. Là, vous êtes à cette deuxième. Alors, c'est quoi? Alors, c'est une fistule préauriculaire, également congénitale, par un petit reste embryonnaire qui ne s'est pas... qui n'a pas régressé. Donc, par un petit reste embryonnaire qui n'a pas régressé. Et on a opacifié cette fistule avec du bleu de méthylène pour retrouver en profondeur, à peu près à 1 cm en profondeur, une poche vers où cette fistule nous mène. Donc il faut enlever maintenant toutes ces structures embryonnaires pour éviter des surinfections. Voilà, donc on voit ici en profondeur ce sac, ce kyste en fait, non infecté actuellement, mais qui peut à tout moment s'infecter, qu'on a opacifié avec le bleu du méthylène qu'on a injecté dans la fistule auparavant. Voilà, donc ça c'est un exemple très parlant de la complexité de ces fistules. Donc c'est un exemple parlant de la complexité de ces fistules qui peuvent avoir des ramifications dans toutes les directions et qu'il faut enlever donc en totalité pour être efficace. Alors, regardez voir, il y a ici un deuxième trajet. Donc il y a la poche ici, un deuxième trajet et il y a ici un troisième élément. Donc c'est beaucoup plus large que ce qu'on avait pensé au départ.
on a terminé. Donc on a retiré complètement cette fistule avec un petit kyste au fond des tissus mous. On a enlevé absolument totalement ces structures embryonnaires. Maintenant on a terminé. On a fermé la peau avec notre colle chirurgicale et on va retirer le fil qu'on avait juste placé pour aborder les berges de la peau pour que ce soit une cicatrice jolie. Et voilà, maintenant la colle, non seulement elle maintient les berges cutanées, mais elle isole également contre des germes et contre toute pénétration de saleté ou de bactéries. Docteur, là, il n'y a plus de fil à l'intérieur. Il y a des fils en profondeur, résorbables, bien sûr, mais le fil peau, il a été remplacé par la colle. Donc, Alors, qu'est-ce qu'il reste à faire? il reste à surveiller l'enfant, à voir s'il n'y a pas de surinfection quand même. Et puis, il faut la suivre un petit peu également dans le temps pour être tout à fait sûr que ça se passe bien, ça cicatrise bien. Nous avons réséqué ici 2 fistules, une première fistule du cou, une deuxième fistule en avant de l'oreille. Ce sont des structures congénitales, ce sont des malformations congénitales par le fait que des structures embryonnaires n'ont pas régressé après la naissance. Et ces fistules chez cet enfant étaient le siège de surinfections multiples, de telle manière qu'il fallait absolument réséquer ces structures. Alors, qu'est-ce qui a causé ces fistules? Mais les fistules sont congénitales, c'est-à-dire l'enfant naît avec ces structures embryonnaires qui n'ont pas régressé après la naissance, qui ne se sont pas résorbées après la naissance. Ça, c'est en fait le problème. Et donc, il reste des trajets, des ouvertures, des petits kystes en profondeur qui surinfectent et qui posent de graves problèmes infectieux au niveau des parties molles du cou. Alors, le cou est très sensible parce qu'il y a des nerfs, il y a des vaisseaux, il y a des grosses artères, des gros vaisseaux veineux. Et il faut absolument éviter qu'il y ait des infections en profondeur dans ces parties du corps. Voilà. Est-ce qu'on peut dire qu'elle n'aura plus besoin de faire une autre intervention à l'avenir, vu son âge? Elle n'aura plus besoin d'autres interventions à condition qu'on ait enlevé tous ces résidus embryonnaires. Et dans ce cas, on peut être pratiquement sûr que ça a été réalisé, étant donné que nous avons bien coloré ces trajets et nous avons enlevé tout le tissu embryonnaire et pathologique. Donc il y aura plus de suite. C'est une intervention unique. C'est comme ça qu'il faut qu'on procède. Le service d'ORL pédiatrique de l'hôpital Albert Royer a organisé pour cette mission un programme d'une vingtaine d'interventions. Ce sont partie des interventions comme vous les avez vues, mais ce sont surtout des malformations cervico-faciales infantiles que nous avons opérées, puis il y a aussi des interventions plus courantes. En plus, nous avons commencé à faire des explorations otoscopiques et des petites interventions au niveau du tympan. Alors, ces opérations, ça se passe dans de bonnes conditions en ce moment. Là, il n'y a aucun problème pour le moment. Ça se passe dans d'excellentes conditions parce que l'équipe est bien rodée. Nous avons très bien organisé toutes ces interventions par des consultations, d'une part anesthésiques. Donc, on a un petit peu vérifié la bonne santé des enfants et l'absence de risque pour l'anesthésie. Nous les avons tous revus en préopératoire. Tous les enfants que nous avons opérés, nous les avons revus et revérifié l'indication opératoire de telle sorte que l'indication opératoire ne fait aucun doute. Et puis l'exécution a été réalisée dans d'excellentes conditions avec une anesthésie infantile qui est vraiment formidable. Alors nous étions avec le docteur ici au centre pédiatrique qui a réalisé 2 interventions chez une petite fille qui a 3 ans avec toute son équipage. Alors docteur, vous étiez au nombre de 9. C'est votre magazine Actu Santé qui vient aujourd'hui ici à l'hôpital pédiatrique d'enfants Albert Royer.
Nous avons tout à l'heure suivi, tout comme vous, l'opération d'une petite fille de 3 ans. Docteur, tout s'est bien passé? Oui, merci Kiné, tout s'est bien passé. L'intervention vient de se terminer. Elle a été réalisée par notre collègue luxembourgeois qui vient gentiment nous appuyer dans le cadre d'un partenariat entre la chaîne de l'Espoir luxembourgeoise et le service d'ORL Albert Royer. Donc l'intervention s'est bien passée pour ce matin. Voilà. Ici à l'hôpital pédiatrique d'Albert Royer, vous consultez combien d'enfants dans cette situation? Difficile à dire, on n'a pas vraiment les statistiques tout de suite, mais comme je le disais tout de suite, on consulte autour de 5000 enfants par an. Et parmi ces enfants, effectivement, il y a un certain nombre qui présentent des pathologies malformatives telles que des fistules cervicales. L'année passée, on a fait une mission pareille où on a opéré une vingtaine d'enfants, cette année aussi. Et entre les deux missions, il y a un certain nombre d'enfants qui ont été pris en charge par la même technique. C'est une pathologie qui n'est pas très fréquente par rapport aux autres, telles que les angines, les végétations adénoïdes et autres. Mais elle pose quand même un problème du fait que des abcès récidivants que ça peut entraîner. Voilà, mais normalement, il doit y avoir un traitement avant d'arriver à ce stade de chirurgie. Il n'y a pas de traitement particulier si la fistule n'est pas si on n'a pas reçu le patient en période de surinfection. S'il y a une surinfection, oui, on peut parfois être obligé de faire une incision, de vider l'abcès et plus tard et de mettre des antibiotiques pour assécher avant d'aller vers la chirurgie. Mais si c'est une fistule qui est sèche, non surinfectée, il n'y a pas de traitement avant l'intervention. Voilà. Alors, c'est une infection tout comme les autres. Qu'est-ce qu'il faut pour prévenir la fistule cervicale, à la limite, c'est une pathologie congénitale. Donc l'enfant naît avec un canal non oblitéré. C'est difficile de mettre en place des éléments de prévention. Maintenant, par rapport aux abcès récidivants, ce qu'on a fait comme traitement tout de suite constitue un élément de prévention parce qu'une fois que la fistule est suivie et oblitérée à son origine, il n'y a plus d'abcès. Cette petite fille de 3 ans a eu à subir aujourd'hui 2 interventions, c'est ça. Vous étiez avec un équipage. Moi, de l'autre côté, j'ai vu qu'à chaque instant, il y a quelqu'un qui emmène un ciseau ou je ne sais pas quoi et quoi. Ils sont qui et qui? En fait, la chirurgie, c'est vrai que le chirurgien est l'élément central, mais c'est toute une équipe. C'est un travail d'équipe où il y a le chirurgien, il y a les anesthésistes. Vous voyez celui qui est en train de travailler en ce moment-là, il est technicien en anesthésie. Et à côté de ça, il y a les aides opératoires qui sont des médecins. Ici, nous avons en dehors de moi, il y a des DS qui sont en formation pour la spécialité ORL. Par exemple, le docteur Nadim Yaktine qui a opéré avec nous est en 4e année de DS, donc il finit sa formation. En dehors de lui, il y avait le docteur Witi, le docteur Farah, le docteur Marie-Frédérica. Le docteur Witi, par exemple, est djiboutien, il vient de Djibouti pour faire sa formation en ORL et il est en 3e année. Donc cela signifie que le service d'ORL pédiatrique Albert Royer, en dehors de sa vocation de soins, a aussi une vocation de formation et cette formation-là s'étend à la sous-région et à toute l'Afrique. Les techniques qui sont enseignées ici sont facilement vulgarisées à travers le monde, je dirais. Voilà. Nous sommes arrivés au terme de cette intervention. Alors, qu'est-ce qu'ils sont en train de faire à la petite comme ça? Actuellement, c'est l'anesthésiste qui procède au réveil. Effectivement, l'intervention a été faite chez une petite patiente endormie. On l'a endormie avant l'intervention. Et là, on est en train de procéder à son réveil progressif.
avez terminé tout à l'heure cette intervention. Ça s'est bien passé, je pourrais même dire avec succès. Alors vous qui avez quitté Luxembourg pour venir ici à Dakar, en Afrique, qu'est-ce qui vous fascine le plus ? Eh bien, c'est de voir ici un service qui est très bien structuré avec des moyens très très limités. Je suis effectivement fasciné par l'efficacité de cette équipe de collègues qui arrive à faire énormément de choses avec très peu de moyens. Et c'est sans dire que ce service a besoin d'aide en équipement, en structure, en bâtiment, en salle de consultation, parce que c'est effectivement à ce niveau-là qu'il y a sans doute le plus grand besoin, alors qu'on a une équipe qui sont extrêmement motivées, qui ne demandent qu'à faire, qui ne demandent qu'à consulter, à voir des enfants. Et Dieu sait qu'au Sénégal, il y a beaucoup d'enfants malades qui ont besoin de soins. Là, on dirait que la petite s'est réveillée, c'est ça ? Oui, oui. Voilà, docteur, cette intervention a été réalisée dans le cadre d'une mission de la chaîne de l'espoir de Luxembourg. Alors, comment s'est passée, la sélection de cet enfant qu'on vient d'opérer ? Oui, en fait, merci Kiné. En fait, la sélection de cet enfant, comme tous les patients qui ont été opérés ici, a été faite de manière tout à fait simple. C'est des patients qui viennent en consultation et si on voit qu'ils présentent une pathologie qui rentre dans le cadre du thème de la mission, qui concernait les malformations cervicales, cervico-faciales, donc l'enfant est mis dans le programme de la mission. Et le plus souvent quand même, on vérifie très bien l'indication, c'est-à-dire qu'on le consulte, qu'on le voit avant l'intervention. Et en dehors de son problème de fistule, on voit aussi s'il ne présente pas autre chose. Et après la consultation ORL, l'enfant est adressé en consultation anesthésique pour voir s'il n'y a pas de problème qui pourrait expliquer un souci au cours de l'intervention. Et s'il est déclaré apte en consultation anesthésie, il est programmé pour l'intervention. Voilà. Après l'opération, est-ce qu'il y a un suivi ? Oui, obligatoirement. Parce que comme le disait un de nos maîtres, c'est facile d'opérer, mais on ne doit pas seulement se limiter à ça. Après l'opération, on doit suivre le patient, faire les contrôles qu'il faut pour détecter un éventuel problème qui serait lié à l'intervention. Donc il y a un suivi. Tous les enfants qui ont été vus aujourd'hui vont être revus régulièrement pour des pansements et pour vérifier aussi si tout se passe bien au niveau du site de l'intervention. Voilà, docteur, moi ce que j'aimerais savoir c'est est-ce que ça vous arrive après ces interventions de voir un enfant qui a encore un problème ? Ça peut arriver. Disons que pour ces cas-là qu'on a opérés pour l'année dernière et pour cette année, on n'a pas eu de soucis particuliers. Mais pour toute chirurgie, on peut effectivement se retrouver avec des complications après l'intervention. Et c'est ça d'ailleurs qui justifie, comme vous l'avez dit, le suivi et les contrôles post-opératoires. Voilà. Le docteur Luc a dit tout à l'heure qu'il faut plus de vigilance aux parents. Est-ce que vous pouvez revenir sur ça, c'est-à-dire ?
La vigilance, quand on parle de vigilance par rapport à cette pathologie, c'est juste bien regarder l'enfant s'il présente des petits trous au niveau du cou, au niveau de la face et qui sointent, ou bien s'il y a des abcès récidivants à un endroit particulier, c'est bien de le présenter à un spécialiste. Ce n'est pas forcément l'ORL, il peut s'agir du pédiatre qui peut faire le premier coup d'œil et l'envoyer à l'ORL. Mais effectivement, s'il parle de vigilance, c'est surtout par rapport à ça, pour que la consultation puisse se faire à temps. Effectivement, si la consultation se fait à temps, on a une prise en charge à temps et ça fait toujours moins cher et ça pose moins de problèmes à l'enfant aussi. Voilà. Tout comme je l'ai dit tout à l'heure, on parle de ORL, des maladies du nez, de la bouche et de la gorge. Donc en un terme simple, je peux dire que ce sont des maladies qui se guérissent. Oui, en fait, des maladies qui se guérissent, oui, la plupart des maladies ORL se guérissent. Mais comme dans toutes les spécialités, malheureusement, on peut avoir des maladies auxquelles on ne peut pas vraiment appliquer un traitement curatif. Parce que comme vous le savez, l'ORL, ce n'est pas seulement les enfants, ça concerne aussi les adultes. Mais là, on est dans le cadre d'un service d'ORL pédiatrique, donc on parle des enfants. Mais comme je vous dis, la plupart des pathologies sont curables. Mais malheureusement, il y a quelques pathologies sur lesquelles on n'a pas de traitement curatif. Merci beaucoup, Dr Loum. Vraiment, ce fut un plaisir d'assister aujourd'hui avec vous cette intervention. Votre magazine Actu Santé a sa partie conseil. Quel conseil avez-vous à donner? Oui, bon, le conseil que j'ai à donner, c'est juste, effectivement, comme l'a dit le docteur Luc, c'est la vigilance, mais aussi dire aux parents d'essayer autant que possible de consulter le plus tôt possible pour n'importe quelle pathologie, que ce soit ORL ou autre. Ça facilite toujours la prise en charge parce que traiter une pathologie à son début est toujours plus facile. Ce que je pourrais ajouter, c'est un plaidoyer. Vous voyez très bien qu'on prend en charge un nombre assez important d'enfants, alors que le service d'ORL reste encore quand même tout petit. Les locaux ne sont pas encore très suffisants. L'idéal, c'est vraiment de tout faire pour développer ce service. C'est un service qui prend en charge des enfants, qui règle pas mal de problèmes chez les enfants. C'est un service, je pense, qu'il faut soutenir et faire tout ce qu'il faut, aussi bien de la part des autorités hospitalières qui sont en train de faire beaucoup d'efforts, c'est vrai, mais ce serait souhaitable que ce service-là soit encore plus appuyé pour parvenir à mettre en place une infrastructure digne de ce nom. Chers internautes, merci beaucoup. J'espère que vous avez entendu le plaidoyer du docteur. C'est vraiment un plaisir de toujours vous servir. Aujourd'hui, votre magazine Actu Santé était avec le docteur Loum et son équipe à Albert Royer. Merci de nous avoir suivis. C'est pour très bientôt un autre numéro.